c'est Madame Ahmed Karim Farida. Je suis comorienne et j'ai vécu en France. J'ai fait mes études en France depuis le collège jusqu'à les études universitaires. J'ai un master 2 en génie urbain et environnement. J'ai eu mon master 2 à La Réunion. Après avoir fait 10 ans en France, j'ai fait mon master 2 génie urbain et environnement à La Réunion et j'ai fini mon cursus universitaire en 2013 et je suis rentrée au pays, aux Comores, donc en 2014. Oui, j'étais un peu dans cet état d'esprit. En fait, je suis rentrée aux Comores en ayant en esprit qu'il fallait rentrer. Je savais que ça n'allait pas être facile. J'avais le choix. J'avais eu un poste à La Réunion après mon stage de fin d'études. Mais j'ai fait le choix de rentrer parce que je sais justement qu'il y a cette différence entre la métropole, donc en France et dans d'autres pays européens, et ici aux Comores. Je savais que c'est pas du tout le même niveau, la même exigence, le même salaire, les mêmes conditions de travail. Mais j'ai fait le choix de rentrer parce que je me suis dit que le pays avait besoin de personnes ressources, de cadres. Et malgré les difficultés, c'est que ça reste quand même mon pays. Et donc j'ai fait le choix de rentrer. Et justement, j'ai fait aussi le choix de travailler dans l'administration comorienne parce que j'aurais pu postuler dans le secteur privé via les organismes internationaux, mais j'ai fait le choix de travailler avec les ministères dans un premier temps, histoire de comprendre un peu les difficultés qui se posent ici et comment le pays, quels sont les objectifs et les ambitions du pays par rapport à certains secteurs stratégiques. Donc pour commencer, j'ai été au ministère de l'Aménagement du Territoire, car c'est un secteur aussi qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un secteur stratégique, donc j'ai fait 3 ans là-bas, 2 ans. J'ai fait 2 ans là-bas, de 2014 à 2016. Et après, j'ai eu une nomination en 2016 au ministère de l'Énergie en tant que directrice des énergies renouvelables. Oui, donc après ma nomination en tant que directrice des énergies renouvelables, j'avais comme mission de mettre un peu de l'ordre dans tout ce qui était sollicitation de projets solaires et énergie renouvelable en général, parce que c'était un secteur, c'est encore un secteur nouveau pour le pays, malgré que ça se développe très vite au niveau international. Quand on parle d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de choses déjà qui sont assez matures, qui sont déjà exploitées. Mais au niveau de notre pays, on avance toujours un peu lentement, mais sûrement, on va dire. Et donc, mes missions, c'était justement de mettre en place différents outils de gouvernance, différents outils de travail et de coordonner un peu les projets existants avec les différents bailleurs, parce que c'est un secteur qui intéresse beaucoup les bailleurs, et où il y a beaucoup de projets, de grands projets d'envergure, notamment tout ce qui est installation solaire, projet géothermie, hydraulique. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le volet efficacité énergétique qui est tout aussi important mais qui n'est pas encore bien maîtrisé et bien développé aux Comores. Donc mes missions, c'était tout d'abord de faire connaître ce secteur, de sensibiliser les gens dans les activités en lien avec les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et d'élaborer des documents stratégiques pour aider le pays à avancer dans la trajectoire du développement des énergies renouvelables. Oui, effectivement, c'était pas évident comme mission,
Mais c'était très passionnant dans le sens où c'était une solution à apporter par rapport à la situation du pays, par rapport à la pénurie d'énergie, par rapport au délestage récurrent, par rapport à la cherté de l'électricité. Donc il fallait vraiment essayer de trouver des solutions par rapport à toutes ces problématiques-là. Et les énergies renouvelables est l'une des solutions qu'on avait à proposer à nos décideurs. Donc il fallait bien évidemment montrer que c'était plus intéressant, que ce soit après en matière de prix, en matière d'écologie, c'est des énergies propres. Donc on a tout à y gagner en allant vers ces énergies nouvelles. Le souci, c'est qu'il fallait tout d'abord faire comprendre aux décideurs les enjeux qu'il y avait, parce que c'est quand même des technologies innovantes, donc ça coûte un peu cher à investir, mais en démontrant par rapport aux moteurs et au gasoil, enfin les énergies fossiles, que bien évidemment c'était automatique d'aller vers les énergies renouvelables. Donc on a travaillé sur pas mal de documents stratégiques comme la stratégie de l'énergie en général, avec un accent sur le développement des énergies renouvelables. On a travaillé sur la tarification, un document sur la tarification. Là, on vient de finir le code des énergies renouvelables. Donc, on a quand même aujourd'hui, à l'heure actuelle, les outils nécessaires pour aider le pays à faire les bons choix en matière de développement du secteur de l'énergie. Oui, c'est vrai que le problème qui se pose au niveau de l'électricité aux Comores, c'est un problème assez complexe. Enfin, normalement, ça ne devrait pas l'être, mais vu comment le secteur est gouverné, déjà, il n'y a pas une continuité des activités, il y a beaucoup de changements de directeurs, beaucoup de changements de ministres. Donc à chaque fois, on est obligé de... Quelque part, c'est comme si on recommençait à zéro, ce qui est dommage, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont initiées. Donc au lieu de continuer, on repart encore sur d'autres actions et on refait les mêmes erreurs, c'est-à-dire ici aux Comores, on a l'impression, d'après ce qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci d'électricité, il faut résoudre. Donc on pense à des solutions urgentes. On achète des groupes électrogènes et on les dispatche en juin à Moélie et à la Grande Comore. Donc ça, des fois, depuis 2016 quand même, on a vu qu'il y a des périodes où tout va bien, tout le monde a l'électricité, sauf que ça ne dure pas longtemps malheureusement, donc on retourne à la situation initiale, c'est-à-dire beaucoup de délestage, beaucoup de périodes sans électricité. Et cela s'explique par le fait que la Sonelec déjà est en situation de difficulté, malgré que ça soit une société financière. En fait, c'est une société qui vend, qui est indépendante. Donc normalement, elle devrait être en mesure de gérer l'électricité, mais le coût de production est très élevé. L'achat du carburant est aussi élevé parce que c'est du carburant importé. Donc le prix, malgré qu'à la Sonelec ont un prix préférentiel, mais ça reste toujours un coût assez élevé. Il y a également les problèmes de perte commerciale au niveau du réseau. On a un réseau très ancien et vétuste. Donc actuellement, à travers le projet de la BAD, il y a des actions sur le réseau, la réhabilitation du réseau. Et ça va beaucoup aider la Sonelec à avoir des gains au niveau de
ces pertes-là. Au niveau commercial aussi, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de branchements illégaux, donc ça n'aide pas du tout la Sonelec à couvrir ses clients officiels, entre guillemets. Et aussi, c'est la seule société où quand on a un client, et ben, on n'est pas content en fait, parce que plus il y a de la demande et plus ils sont en difficulté. Ce qui est paradoxal, parce que plus tu as des clients, plus tu es content. Mais à la Sonelec, vu la capacité de production qui est assez limitée, parce qu'il faut entretenir les groupes régulièrement, ça coûte cher. Il faut de l'expertise, c'est des groupes qui ne sont pas bien maîtrisés par les agents de la Sonelec, donc il faut faire appel aux producteurs de ces groupes, notamment Caterpillar et autres. Donc la Sonelec est toujours en difficulté, c'est-à-dire doit trouver l'argent pour faire appel à ces entreprises pour venir faire les révisions, ça coûte très cher, ou des fois même si la situation est un peu dépassée la limite, le gouvernement à travers la Sonelec font le choix d'acheter de nouveaux groupes, sauf que comme je l'ai dit auparavant, ça ne dure pas longtemps malheureusement, et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi jusqu'à aujourd'hui, depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une stabilité de l'énergie au Comores. On a toujours des périodes où ça va un peu mieux et des périodes où ça ne va pas du tout. Donc on est toujours à la recherche de ces solutions, mais je pense qu'avec le développement des énergies renouvelables, on commence à voir déjà différents projets de solaire qui sont là. Maintenant, le combat, c'est de faire en sorte que ces projets-là soient bien cadrés, parce qu'on peut avoir des projets, mais que finalement le résultat n'est pas si bon que ça. Donc il faut faire en sorte que l'utilisation des énergies renouvelables au Comores soit bien cadrée, et qu'on puisse enfin être comme les autres et pouvoir bénéficier de ces nouvelles sources d'énergie. En matière de chiffres, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, mais après, c'est une question de logique, je pense, parce que avec une pénurie fréquente de l'électricité au pays, il y a un impact direct sur le développement économique, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc s'il y a de la demande, c'est qu'il y a des activités quelque part qui se créent. Et malheureusement, la Sonelec n'arrive pas à honorer ses engagements, n'arrive pas à servir tout le monde comme tout le monde le souhaiterait. Donc ils essayent de gérer au mieux, mais c'est vrai que ça a un impact direct sur l'économie du pays et sur les activités économiques directes. Non, je pense pas. Je pense que c'est une réalité. L'électricité coûte très cher ici au Comores. Donc on est parmi les pays où on a un prix élevé de l'électricité, parce que, comme je l'ai expliqué auparavant, on importe le carburant avec lequel on produit l'électricité. On achète des groupes électrogènes qui coûtent très très cher. On doit entretenir un réseau qui est très vétuste. On a beaucoup de pertes en ligne, c'est-à-dire lorsque on produit notre électricité, le temps que ça arrive directement dans nos maisons, donc ça passe par les lignes de transmission, il y a beaucoup de pertes. Donc la production qui sort de la centrale et l'électricité qui arrive dans nos maisons, il y a quand même une différence, parce qu'entre-temps, il y a eu des pertes en ligne, il y a des pertes commerciales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de factures non payées, notamment avec les compteurs auparavant
que les clients utilisaient, les compteurs à disque où on a encore des factures. Donc il y a beaucoup de factures impayées et la Sonelec doit trouver un moyen de faire vivre la boîte. Et malgré que le coût de l'électricité est subventionné quelque part par l'État, parce que l'État accompagne la Sonelec vu toutes ces difficultés et que la Sonelec vend son électricité à perte, le coût de production est très élevé par rapport au coût de vente. Mais c'est une vérité, l'électricité au Comores coûte très cher. Oui, on peut le dire, on est à plus de 70%. En fait, il y a deux volets quand on parle de taux de couverture. Il y a la couverture du réseau, c'est l'électrification en fait du pays. On est à presque 100%. Le pays est à 100% électrifié, c'est-à-dire que le réseau pénètre dans tous les territoires. En Juin, à Mouéli et à la Grande Comore, partout, dans tous les villages, il y a le réseau qui est là. Maintenant, le taux d'accès, c'est-à-dire le taux d'accès à l'énergie, c'est une autre question parce que ça, c'est en lien direct avec le branchement au réseau. Et le branchement au réseau, c'est les compteurs. C'est-à-dire qu'une personne, un ménage, va à la Sonelec pour faire une demande de branchement direct à sa maison, dans sa maison. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que la Sonelec a du mal à gérer cette équation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, parce que le réseau passe partout, que aujourd'hui tout le monde veut avoir un compteur en son nom et donc avoir un accès direct à l'électricité. Donc je pense qu'avec les projets à venir, notamment le projet de la Banque mondiale, il va y avoir une généralisation des compteurs à prépaiement. Donc l'ensemble des demandes des ménages pour avoir accès direct via des compteurs à l'électricité sera garanti. Donc oui, on peut dire qu'il y a une couverture presque à 100%. Oui, c'est vraiment la problématique du secteur, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'il y a autant de partenaires qui s'intéressent et qui contribuent et qui participent au secteur de l'énergie au Comores, donc qui travaillent directement avec le ministère en charge de l'énergie pour justement trouver des solutions pérennes à ces problèmes d'électricité au Comores. Ce qui se passe, c'est que justement, plus on a de partenaires et plus en fait il y a un chevauchement entre les différents projets et activités des uns et des autres. Donc aujourd'hui, il y a un manque de visibilité par rapport à tout cet argent-là, cet argent qui a été investi par différents partenaires et par l'État parfois, parce que il y a un manque de communication d'une part, c'est-à-dire on ne communique pas assez sur ce que les uns font et ce que les autres, et ce qui reste à faire pour les autres. Mais chacun vient avec ses idées, son projet, ses activités, et en fait, des fois, on se retrouve à refaire la même chose, c'est-à-dire la Banque mondiale propose des activités, la BAD propose des activités, nos partenaires, les fonds, différents fonds que les Comores bénéficient aussi, sont sensibles au secteur de l'électricité, donc ils veulent aussi contribuer. Mais malheureusement, il y a un problème de management au niveau du gouvernement et du ministère directement en charge. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette déconnexion entre le projet, lorsque un projet arrive à sa fin, et la suite après.
C'est-à-dire une fois que le projet finit, c'est-à-dire l'argent qui a été investi est fini, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'argent qui est injecté pour suivre ces activités. Et donc, beaucoup d'activités sont à l'arrêt à la fin des différents projets. Et donc, il n'y a pas assez de visibilité par rapport à ce qui a été initié, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on essaye Aujourd'hui, on a un nouveau ministère, donc un ministère spécifique énergie, eau et hydrocarbures. Donc on essaye de mettre en place cette dynamique et de changer de manière de faire, notamment avec les différents projets en cours et à venir, c'est-à-dire de vraiment renforcer les capacités au niveau local et de faire en sorte que les bailleurs nous accompagnent du début jusqu'à la fin, pas juste une période donnée et après on laisse les différentes infrastructures, les différents investissements qui ont été faits et on les laisse comme ça alors qu'on sait très bien que l'État a du mal à couvrir tous ces aspects-là, surtout l'électricité, c'est un secteur très technique, donc il y a un besoin d'accompagner au plus près et la Sonelec et le ministère pour que le travail soit continu en fait, que le travail soit continu entre le ministère et les différents partenaires développement pour que justement on puisse voir petit à petit les efforts et tout ce qui a été investi et tous les efforts qui ont été fournis pour garantir un meilleur accès à l'énergie au Congo. En fait, il fallait trouver une solution, je pense, parce que c'est un projet, comme vous l'avez dit, qui date de très longtemps, le projet de fût lourd, et qui a été négocié directement entre Exim Bank Inde et le gouvernement comorien, et je pense que c'était une entente directe. Et à la base, c'est parti d'une bonne initiative parce qu'il n'y avait pas encore les énergies renouvelables. Enfin, ils ne connaissaient pas vraiment, ils n'avaient pas encore cette vision qu'on a actuellement sur l'impact et les bienfaits des énergies renouvelables. À l'époque où la centrale à fût lourd a été signée, il fallait juste sortir du noir en fait. Il fallait juste trouver un moyen plus rentable pour garantir l'électricité. Donc, c'est dans ce sens que ce contrat a été signé. Et malheureusement, le contrat, si jusqu'à aujourd'hui la centrale à fût lourd n'a pas vu le jour, c'est que le contrat il a été mal fait de base. Il y a beaucoup de choses qui manquaient. Mais un contrat reste un contrat, donc je pense que l'État n'a pas vraiment le choix, même si aujourd'hui on est dans un esprit de développement durable et de développement des énergies renouvelables. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une continuité de l'État, donc il y a des engagements qui ont été faits auparavant et c'est très difficile de les stopper comme ça parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ont été engagés et beaucoup d'argent aussi qui ont été dépensés. Donc aujourd'hui, la centrale à fût lourd, si elle finit par voir le jour, ça sera par rapport à la centrale thermique d'aujourd'hui qui nous coûte très cher et qui pollue aussi, tout comme une centrale à fût lourd. Donc, si ça peut garantir cette stabilité, ça serait un plus. Mais aujourd'hui, on se concentre plus sur le projet géothermie parce qu'en fait, pour pouvoir gérer l'ensemble des énergies renouvelables, il faut qu'on ait une source stable, c'est-à-dire une énergie qui est tout le temps constante et qui, les énergies renouvelables vont venir en appui. Donc le solaire, c'est une source intermittente. Des fois, il y a du soleil, des fois pas. Donc on ne peut pas se baser que sur le solaire pour faire fonctionner tout un État. Il faut des centrales, une source stable en fait, comme centrale thermique, comme centrale à fût lourd, ou sinon comme
la géothermie. Donc au jour d'aujourd'hui, le ministère en charge de l'énergie met tous ses efforts pour aller de l'avant avec le projet géothermie et trouver les financements nécessaires pour commencer les travaux de fourrage exploratoire et de pouvoir après trouver des investisseurs pour faire la centrale géothermique qui sera une bouffée d'air frais pour le secteur de l'énergie en général. En fait, oui, tous ces paramètres-là ont été pris en compte et encore pas très longtemps, il y a quelques mois, nos collaborateurs du Kenya étaient là et ils ont travaillé avec le Bureau géologique des Comores qui est en charge de ce projet pour justement revoir tous ces aspects techniques et le potentiel actuel et tous les paramètres à prendre en compte, que ce soit l'accès au site même du Karthala, que ce soit l'accès à l'eau pour mettre en place ces centrales. Tout ça a été pris en compte et un document technique et légal aussi, enfin, il y a tout le volet études géologiques, géophysiques et tous ces aspects techniques ont été pris en compte et justement le projet géothermie financé par le GEF en collaboration avec le PNUD prend en compte tous ces aspects-là et je pense que c'est des aspects techniques qui nécessitent beaucoup d'investissement mais qui au final n'ont pas d'impact négatif en fait sur l'environnement et qui aujourd'hui sont plus intéressantes que de continuer à aller à réhabiliter des groupes électrogènes, à acheter de l'énergie fossile et à produire de l'électricité avec l'énergie fossile. Oui, on peut dire ça, oui, on peut dire ça parce que on a beaucoup pris des engagements au niveau international et je pense que c'est quelque chose qui est universel, c'est-à-dire aujourd'hui on peut pas parler de développement économique, de développement de tout un pays sans parler de l'énergie et sans prendre en compte les effets du changement climatique. Et on sait très bien que l'énergie est un des secteurs qui pollue le plus. Donc se convertir aux énergies renouvelables, c'est une évidence. Donc les Comores, petit à petit, sont en train d'aller dans ce sens et d'honorer les engagements qui sont pris au niveau international par notre chef de l'État. Une question très importante. Je pense que déjà, il faudrait qu'il y ait une communication constante de ce qui se passe réellement, de ce qui pose problème par rapport au secteur de l'électricité, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert, c'est-à-dire à la population, faire beaucoup de sensibilisation sur l'utilisation de l'énergie dans un premier temps et de ne pas gaspiller l'énergie. L'énergie, c'est une denrée rare ici au Comores, donc il faut déjà que les menuisiers, que les gens au village, que les gens qui soient en centre-ville, qu'ils aient conscience que déjà l'énergie ça coûte cher. Donc il faut qu'ils aient une consommation durable d'une part, qu'il y a beaucoup de communication à faire entre la société d'électricité, le ministère et la population sur tous ces aspects d'efficacité énergétique, comment mieux consommer. Et dans un deuxième temps aussi, c'est qu'il y ait une bonne gouvernance au niveau du secteur entre les bailleurs, les différents projets, le ministère et la Sonelec. Vraiment un travail
un travail... Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une coordination parfaite entre les bailleurs, le ministère et la Sonélec. Et je pense que d'ici 2 ans, comme vous l'avez dit, on aura quand même des résultats positifs parce qu'on est vraiment en train de travailler sur ces aspects de gouvernance et de communication, de sensibilisation. Je pense que c'est quelque chose qui manquait auparavant et que si aujourd'hui on met l'accent et on renforce les capacités dans le secteur, on va avoir un secteur assez robuste avec des gens qui sont motivés et qui ont la connaissance surtout parce que c'est un secteur très compliqué, très complexe et il y a beaucoup de paramètres nouvelles avec tout ce qui est technologie d'énergie renouvelable. Donc il faut former, il faut sensibiliser, il faut communiquer. Et je pense qu'après, avec les différents partenaires qui sont intéressés par le secteur, ça ne peut être que du positif pour l'avenir et pour le secteur de l'énergie en commun.